Eh bien, bonsoir à tout le monde et merci de votre présence. Donc, la thématique qui nous réunit ce soir, qui est intitulée « Les écrans, Internet et les jeunes » est une thématique qui nous questionne beaucoup, principalement nous, adultes. Donc, c'est pour cette raison que le réseau Prévention des addictions du PSU de Charente, ce soir, a organisé cette soirée avec l'aide précieuse des partenaires locaux. Quand même, il faut le dire, car si ce réseau existe, c'est avant tout avec la participation active de tous les acteurs locaux. Ce réseau, d'ailleurs, existe depuis longtemps. Ce réseau Prévention des addictions du PSU de Charente impulse une dynamique de prévention sur ce territoire. Il aide à la mise en œuvre des actions et recense également les besoins dans ce sens. En ce qui concerne notre soirée, sachez qu'on utilise quand même souvent le mot addiction. Addiction pour tout ce qui est d'ordre des écrans, mais peut-être qu'avant de parler d'addiction, on pourrait parler d'usage, voire aussi, pourquoi pas, de mes usages. Et pour ce faire, ce soir, on accueille donc 3 personnes. Anne Thomas du centre d'information jeunesse d'Angoulême. On accueille également Catherine Bonhomme, chargée de prévention à la NPA 16, et Michel Agi, psychologue au point accueil écoute jeune dans la région parisienne, qui est également doctorant, à qui je vais laisser la parole. Alors sachez quand même aussi une chose, c'est que ils vont s'exprimer. On échangera ensuite. Enfin, on espère que vous aurez plein de questions à poser. On utilise ce soir des micros, puisqu'on a la chance d'avoir un groupe radioactif du Centre culturel de Barbezieux qui va enregistrer cette conférence, enregistrer vos questions. Et pour le coup, il est toujours important de parler dans le micro pour que ce soit bien enregistré. Et vous aurez la possibilité ensuite d'écouter cet enregistrement sur la web radio. Donc n'hésitez pas. Et certainement que des CD pourront aussi être à disposition. Vous trouverez l'adresse de la web radio sur la documentation, là derrière. Aussi dans le journal du réseau, dont je n'ai pas parlé, puisque le réseau diffuse un journal à raison de 2 par année. Et vous en avez un à disposition. Si recevoir ce journal vous intéresse, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, vos mails. On pourra vous les envoyer avec grand plaisir. D'autre part, j'oubliais aussi de dire que ce réseau est ouvert à tous. Plus il y a de personnes, plus il y a de richesse. C'est vous qui faites la richesse de ce réseau, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous le souhaitez, en sachant qu'il y a environ 3 réunions par an. Donc c'est tout à fait abordable et ça permet au moins d'avoir des échanges et des actions pertinentes par rapport aux besoins demandés. Donc voilà, je vais laisser la parole à nos 3 invités que je remercie d'être là ce soir. Bonsoir. Donc avant de laisser la parole à mes collègues sur cette thématique des usages Internet des adolescents, je vous propose un panorama en fait des usages à travers quelques chiffres qui vont nous permettre d'un petit peu mieux appréhender, en tout cas en théorie, ce que font nos jeunes sur Internet. À savoir que le sujet étant très 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 vaste, il y a certains aspects qui effectivement mériteraient encore une fois d'être très très approfondis. Donc je vous propose à la sortie, si vous le souhaitez, de prendre la documentation qui sera à votre disposition, une brochure en fait qui prend la forme d'une bande dessinée qui a priori est à destination des jeunes mais qui est aussi très très riche en contenu pour vous adultes, et un autre document qui en fait est un recueil d'une multitude de petits conseils très pratiques que vous allez pouvoir après mettre en œuvre si vous le souhaitez sur les différents outils proposés par Internet. Alors, avant de se pencher plus précisément sur les usages des jeunes sur Internet, je vous propose ce graphique qui a l'avantage de proposer un récapitulatif des différentes approches, des différents usages, mais du public de manière très générale. Donc là, on observe que la vie quotidienne et les démarches administratives et enfin l'axe de communication font partie des usages les plus prégnants dans la population globale. Et pourtant, on va se rendre compte que finalement, pour nos publics un peu plus jeunes, on est clairement sur des pratiques dites de loisirs. Alors la communication, elle aussi, sera très importante pour ces jeunes, mais on va voir qu'ils sont clairement sur des pratiques de loisirs.
Alors, ces adolescents, donc là je reprends une expression de techno-sapiens, ont la particularité d'avoir des usages très multimédia, dans le sens où ils vont être capables en même temps d'utiliser leur téléphone portable, de télécharger des photos par le Bluetooth tout en étant en train de regarder la télévision d'un autre côté et de chatter en direct avec les copains. Ils vont avoir un usage très maîtrisé de plusieurs outils de communication en même temps. La spécificité également de ce public, c'est qu'en fait, il passe finalement plus de temps sur Internet que sur la télévision. Là aussi, c'est aussi un renversement par rapport au public adulte qui, lui, va passer plus de temps sur la télévision que sur Internet. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, on est clairement dans une problématique qui est à prendre en compte, certes, mais qui est aussi à repositionner dans un contexte plus global, puisqu'Internet concurrence tous les autres médias. À savoir que sur Internet, l'information elle est extrêmement rapide, ça c'est une chose, que l'information est diversifiée en termes de sources, elle est gratuite, et en plus, on a la possibilité d'interagir directement avec les informations qu'on nous propose. Ça aussi, c'est une spécificité clairement liée à Internet. Donc, comme je le vous disais, la consommation des jeunes sur Internet est dite culturelle. Ici, vous voyez clairement la distinction entre la moyenne d'un public global et la moyenne des 15-24 ans en fonction des différents usages qu'ils en ont. Vous voyez que clairement, la musique, les photographies, les vidéos et films, séries télévisées et jeux vidéo, à chaque fois, pour coup sûr, les jeunes ont des usages bien plus poussés que le reste de la population. Je fais une petite parenthèse puisque pour rappeler, le Centre socioculturel de Barbezieux, en partenariat avec le lycée, a fait une étude justement sur les pratiques des jeunes sur Internet qui était clairement positionnée sur le territoire de Barbezieux. Et en fait, clairement, ces chiffres-là font écho à ceux qui vous sont proposés ce soir. Il n'y a pas de grande différence sur ces pratiques-là. Donc, quelquefois, je vais vous faire justement part des chiffres en local pour que vous voyez à quel point, finalement, sur la région de Barbezieux comme ailleurs, on est clairement sur les mêmes problématiques. Il n'y a rien d'exceptionnel ici. Ils sont tout à fait normaux. Alors, au niveau des équipements, là, ça va aussi clairement faire écho à ce que je viens de vous annoncer, à savoir qu'ils ont des usages dits de loisirs et de communication sur Internet. On se rend compte que, de toute façon, de toutes les tranches d'âge de cette étude, donc ça, c'est le dernier rapport Adopi, ils sont les plus friands des webcams, des consoles de jeux de salon, des baladeurs MP3, des consoles de jeux portables et enfin des mini-PC portables, ce qu'on appelle les tablettes. Alors, avant d'aller plus loin, l'objectif de la soirée aussi ce soir, c'est de donner quelques clés pour se sentir au plus proche de leur pratique, qu'il n'y ait pas de digression entre générations, de clivage possible, parce qu'on se sent peut-être moins à l'aise avec certaines problématiques, avec certains outils donc on part sur l'idée d'un Internet accompagné, de la même manière qu'on va apprendre à un jeune à apprendre à utiliser une voiture. Là, l'idée, c'est entre générations, d'apprendre à mieux apprendre cet outil-là. Alors, pour faire le tour des différents supports et différents outils qui existent sur Internet, c'est un exercice compliqué qui, là, évidemment, ne se prétend pas être exhaustif. Mais en tout cas, on peut essayer de distinguer, grosso modo, tous ces sites Internet, tous ces usages, en 4 catégories. La première, tout ce qui va toucher l'argent et le marketing. On ne va pas trop s'attarder dessus, puisqu'en fait, c'est tout simplement ce qui consiste à faire du shopping en ligne, acheter et être consommateur. On va voir ensuite la partie informatif et instructif. Donc là, ça va toucher tout ce qui va être la recherche d'informations. L'interface communicationnelle, clairement, on va être dans les réseaux sociaux, dans les chats, les blogs, etc. Et enfin, dans la partie ludique et inventif, on sera plus dans tout ce qui va toucher les jeux vidéo notamment. Alors, je vous le disais, dans le volet informatif et instructif, c'est ce qui va toucher la recherche d'informations. À savoir qu'il y en a 2 types. La partie qu'on appelle support pédagogique, c'est-à-dire que le jeune va utiliser Internet comme support à ses travaux scolaires, ses recherches par exemple pour ses cours. Et un autre volet aussi très intéressant qui est les recherches extrascolaires. Ça aussi c'est assez important pour eux, c'est-à-dire de pratiquer des recherches en ligne sur leurs loisirs, leurs stars préférées, leurs séries aussi télévisées. Alors, dans ce volet, justement, support pédagogique,
Je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant qu'ils ont une fâcheuse tendance, pour certains, à utiliser le copier-coller. De toute façon, clairement, ils utilisent Internet comme un support d'appui à leurs devoirs. Donc, d'où l'intérêt pour nous de leur apprendre finalement à savoir cibler une bonne information, à savoir cibler l'auteur, à savoir... Qu'est-ce qui se passe? C'est coupé. Ah, c'est coupé. On est frustré. Alors, la dernière ligne, c'était la génération du copier-coller et dès lors aussi celle du rechercher, vérifier. Ce que je vous disais, vérifier la validité d'une information, la source, la date, réussir à déchiffrer par exemple une adresse URL d'un site internet, qu'il sache qu'un .com est un site commercial. Il y a comme ça des petites clés à leur apporter pour les aider à faire au mieux un usage maîtrisé d'Internet. Là, c'est entier. Oui. Donc ces recherches dites personnelles, là c'est vraiment le volet extrascolaire, c'est-à-dire qu'ils utilisent Internet pour leurs recherches. Donc en fait, quand ils ont des recherches très précises, ils vont naviguer de lien en lien, un petit peu au gré de l'inspiration. Contrairement aux recherches extrascolaires, où là, clairement, ils ont identifié des sites répondant à leurs attentes, répondant à leurs questions. Je m'intéresse à telle star, je m'intéresse à telle série télévisée. J'ai identifié les sites me correspondant. Et là, ils vont utiliser des favoris. Après, là, ils vont plus trop s'aventurer, finalement. Une autre spécificité de cet aspect-là, c'est que finalement, ce sont les filles qui sont les plus enclines à faire des recherches dites extrascolaires. On va le voir plus par la suite, les garçons sont un petit peu plus sur notamment les jeux vidéo. Alors, ce qui est pour nous un enjeu aussi très important, je vous disais effectivement de réussir à bien appréhender une information valide, une information dite qualifiée, et également réussir à appréhender au mieux des outils qui sont à leur disposition, comme la recherche avancée de Google, ou apprendre à mettre des guillemets pour faire une recherche. Tout ce dont je vous parle là, c'est développé dans le document que je vous propose de prendre à la sortie. Alors, dans l'interface communicationnelle, on va retrouver, comme je vous le disais, les mails. Bien évidemment, eux aussi en ont un usage important. Les chats, donc les discussions en ligne. Facebook comme exemple pour les réseaux sociaux. Les blogs. Et enfin, un fort usage qui explose en ce moment, les téléphones portables. Alors, pour faire un petit zoom sur les réseaux sociaux, ce graphique a l'intérêt de vous montrer que quand on parle de réseaux sociaux, il n'y a pas que Facebook. Vous voyez ici tous les réseaux sociaux qui existent, avec chacun leurs particularités, leurs spécificités, en fonction du centre d'intérêt. Par exemple, des jeux, ça peut être de la musique, du cinéma, etc., etc. L'intérêt des réseaux sociaux étant bien d'interagir avec l'information qu'on va proposer et de se retrouver entre pairs, c'est-à-dire entre collègues en fonction des centres d'intérêt des uns et des autres. Alors là aussi, effectivement, sur les réseaux sociaux, on est clairement sur une explosion des usages, puisque là, ici, vous voyez des chiffres qui font simplement le comparatif d'une année sur l'autre, entre 2009 et 2010. Vous voyez aussi que sur ces utilisations des réseaux sociaux, on est clairement aussi sur un public jeune, puisque les 12-24 ans sont les plus présents. Je fais un petit coup de zoom sur le fait que Facebook, a priori, est interdit aux moins de 13 ans. On va voir en fait que dans les chiffres, c'est pas du tout tenu. C'est-à-dire qu'en fait, il est très facile de changer son identité lors de l'inscription qu'on va faire sur Facebook et à partir de là, avoir un champ complètement ouvert sur cet outil-là. D'où certaines problématiques ou certains questionnements qu'on peut se poser. Une autre des questions qui est très souvent soulevée, c'est le fait de livrer des informations personnelles sur ces réseaux sociaux. Quand on s'inscrit, on nous demande un certain nombre d'éléments d'information sur sa vie personnelle. Alors certes, on n'est pas obligé de répondre à tout, et j'ai envie de dire même il ne vaut mieux pas répondre à tout. En tout cas, voilà ce que donnent comme information les jeunes. Donc cette étude-là était plus ciblée sur les 8-17 ans.
Donc on se rend compte que donner son vrai nom, donner son prénom, des photos de soi-même, ça c'est pas du tout un souci pour eux, ils le font sans aucun problème. Là où il faut être un petit peu plus vigilant, c'est quand on voit que certains n'auront aucun complexe à donner leur numéro de téléphone portable, par exemple, à livrer aussi des informations sur leur adresse postale, numéro de téléphone fixe et mobile. Il y a des éléments comme ça qui sont quand même tendancieux, sur lesquels il faut quand même être vigilant. À savoir aussi que quand ces jeunes livrent des informations personnelles, près de la moitié d'entre eux le font quand même en toute connaissance de cause. C'est-à-dire qu'ils déclarent eux-mêmes dire que je diffuse ces informations personnelles, je sais que je le fais et je sais à qui je le fais. Donc ils ont quand même une conscience des éléments qu'ils vont divulguer sur Internet de manière assez globale. Voilà donc une page Facebook qui vous offre la possibilité effectivement de mettre des photos de votre profil, puisque c'est l'intitulé précis, d'autres photos de vos centres d'intérêt et de partager des amis virtuels, mais pas seulement, sur ce site internet. Alors, quelques clés aussi qu'il est nécessaire de connaître. Alors, c'est vrai que les jeunes en ont une connaissance, on va dire, pour le public au-delà de 15 ans, ils commencent à bien connaître ces outils de paramétrage, mais je crois que notre rôle à nous d'adultes, c'est de s'assurer qu'il est bien fait, puisqu'en fait, sur ces réseaux sociaux, on a la possibilité de choisir à qui on diffuse une information. Il faut aller pour cela dans les paramétrages de confidentialité. À partir de là, on va choisir de donner une information à tout public, c'est-à-dire que tout le monde pourra voir l'information qu'on va diffuser, de la diffuser seulement auprès de ses amis, ou enfin de la diffuser auprès de certaines cibles, c'est-à-dire personnalisée. On a également la possibilité de créer et de gérer une liste d'amis, c'est-à-dire faire des fichiers dans lesquels on va mettre par exemple toute la famille, tous les amis, et à partir de là, quand on va diffuser, on choisira de ne diffuser qu'à la famille ou qu'aux amis. Et ça, ce nombre de sous-catégories peut s'étendre à l'infini. À chaque publication, là encore, on retrouve la possibilité d'élargir cette publication à tout public, aux amis et aux personnalisés. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire, par exemple, qu'à la famille. Une autre possibilité qui est aussi extrêmement utilisée sur Facebook, c'est la messagerie instantanée. On a la possibilité de dialoguer en direct avec ses amis et maintenant également on peut utiliser une webcam et discuter avec ses amis en direct. Donc là encore, il faut être assez vigilant sur tout simplement ce qu'on va livrer comme information dite personnelle, n'accepter que les personnes que l'on connaît. Après tout ceci, c'est vrai que c'est des règles qui sont valables sur l'ensemble des outils Internet. C'est pas spécifique à Facebook. Sur MSN, par exemple, on doit conserver ce même type d'approche. Les téléphones portables, alors on s'accorde aussi à faire très très attention à ces nouveaux téléphones, puisque maintenant, vous le savez, les téléphones portables offrent quasiment tous la possibilité d'aller sur Internet, ce qu'on appelle les smartphones. Vous voyez ici l'explosion de ces téléphones portables. Je pense qu'à Noël, on va être assez inondé de ce type de téléphone. Alors, on a maintenant accès à des forfaits qui permettent d'aller sur Internet en illimité avec des applications qui sont complètement adaptées à ces outils. Ça veut dire que les jeunes, quand ils veulent, où ils veulent, peuvent aller par exemple sur Facebook. Alors, une autre des problématiques soulevées par ces usages des smartphones, des téléphones Android qui vont sur Internet, tout simplement, c'est qu'en fait, les jeunes sont clairement sur aussi un usage à la fois multimédia, puisqu'ils vont être très très friands des photos, des vidéos, des téléchargements. Et une autre problématique qui est soulevée dans les études en rapport avec ce sujet, c'est qu'en fait, ils se servent de ce téléphone nuit et jour. Comme un doudou, ils vont dormir avec, le poser sur leur chevet, près d'eux, pour voir l'heure. Alors, une petite parenthèse aussi sur le phénomène du happy slapping,
qui en fait est un phénomène qui a explosé avec maintenant la possibilité, comme je vous le disais, de prendre des photos et ensuite de les mettre en disposition sur Internet. Donc là, clairement, le happy slapping, ça consiste à provoquer une scène de violence, ou une scène en tout cas où la victime va clairement être dégradée, enregistrer cette action et ensuite la diffuser sur Internet. Donc pour rappel, c'est quand même un délit qui maintenant est lourdement sanctionné, à tel point qu'on peut être puni jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Mais voilà, ça c'est une parenthèse qui est quand même sur un phénomène nouveau lié à ces téléphones qui maintenant permettent tous ces usages-là. Alors sur le volet des outils dits ludiques et inventifs, on va le voir, il y a tous ceux qui permettent de créer, d'être soi-même acteur de contenu. Tout ce qui va permettre aux jeunes, alors ce qu'on appelle distraire les sens, on va le voir, c'est tout ce qui va être loisirs, musique, cinéma, etc. Et enfin, tout ce qui va lui permettre de jouer, donc bien évidemment les jeux vidéo. Alors, sur la musique et les vidéos, ce qui distrait ses sens, on a beaucoup parlé du téléchargement. Alors, il faut savoir que les chiffres que vous avez devant vous sont sur du déclaratif, c'est-à-dire que c'est les personnes qui, d'elles-mêmes, ont déclaré faire du téléchargement dit illégal. Donc, à relativiser aussi vis-à-vis de cet élément-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est des pratiques qui ont évolué au profit du streaming, c'est-à-dire l'écoute en direct, en flux continu sur Internet, de musique, mais aussi de séries, de films cinématographiques. Donc, a priori, ces pratiques de streaming sont légales, sous réserve, parce que là aussi, effectivement, il faut bien faire attention au type de site qui va proposer ce streaming. Par exemple, aussi faire attention au délai normalement imposé entre la date de sortie en salle et la date de diffusion. Normalement, il y a un délai de 9 mois entre les deux, et on se rend compte que c'est un délai qui n'est pas toujours respecté. Et de là, on tombe effectivement sur des dérives et de l'illégalité sur ces pratiques-là. Mais en tout cas, on est vraiment sur un glissement des pratiques au niveau de l'écoute de la musique et le visionnage de films. Alors, les blogs, on a été pendant un certain temps champion du monde en France sur le nombre de blogs. Il faut savoir que c'est extrêmement facile de faire un blog. Il suffit d'aller sur une interface le proposant, la plus célèbre étant Skyblog, de vous enregistrer et à partir de là, vous allez pouvoir livrer toutes les informations personnelles que vous allez vouloir. C'est a priori un journal intime, sauf qu'il est visible au monde entier. On va pouvoir également mettre des photographies, on va pouvoir proposer même, pourquoi pas, des sons, des fichiers de musique qu'on a soi-même créés. Donc voilà, les possibilités sont complètement ouvertes et énormes. C'est d'un point de vue créatif une opportunité qui est quand même extrêmement intéressante pour les jeunes, en tout cas pour tout public qui souhaite avoir une possibilité de diffusion complètement ouverte. Ceci est aussi à prendre en compte en fonction des éléments qu'on va diffuser. Il va falloir aussi faire attention à la propriété intellectuelle. Quand on cite quelqu'un, quand on utilise des photographies de quelqu'un, il faut être aussi vigilant à bien citer ses sources. Sinon, on est dans un délit remettant en cause la propriété intellectuelle. Je parlais des photos sans autorisation. Si on propose une photographie d'un mineur, on est là aussi dans l'illégalité. Il faut avoir l'autorisation des parents, par exemple, pour diffuser une photographie. Sans parler, évidemment, de tout ce qui va être de l'ordre des insultes ou de la diffamation. Donc, ces notions-là, là aussi, sont valables sur l'ensemble des outils que nous avons vus. De toute façon, sur Facebook, par exemple, ce sont des règles qu'il faut aussi observer. C'est juste une petite chose, on parle aujourd'hui d'extimité au lieu d'intimité. C'est une intimité vers l'extérieur que ça a nécessité un nouveau mot en français qu'on appelle aujourd'hui extimité. C'est juste, je trouvais que c'est important de le dire maintenant. Voilà, Merci. Tu voulais parler, je vais te donner complètement la parole, puisqu'on a le spécialiste des jeux vidéo, entre autres. Je vais laisser la parole à Michel sur ce volet-là. J'ai choisi d'être debout. J'espère que vous m'entendez bien.
J'ai l'habitude toujours de commencer avec une même phrase. Excusez-moi pour mon accent et pour les possibles bêtises que je peux faire en français. Je vais vous parler ce soir un peu dans une approche qui est un peu différente de celle d'Anne. Je serai pas dans des chiffres. Je serai plutôt dans comment voir ces chiffres dans la dynamique familiale, dans la dynamique de la vie du jeune, et comment ça pourrait s'inscrire dans sa vie de tous les jours. Au début, j'ai voulu commencer par une petite réflexion sur les âges devant des écrans. Comment nos rapports avec les écrans peuvent ou parfois doivent changer avec les âges. Il y a une règle qui a été inventée par le professeur Serge Tisseron qui s'appelle la règle 3, 6, 9, 12. C'est une règle qui dit qu'avant 3 ans, il ne faut pas d'écran du tout. Les enfants qui ont moins de 3 ans, il ne faut pas qu'ils soient devant des écrans. Toutes sortes d'écrans, ça peut être beaucoup plus négatif qu'instruisant. On voit beaucoup aujourd'hui parler du bébé Einstein, le bébé Mozart. On les met devant des documentaires, devant des images à voir, dans le prétexte que ça va améliorer leur intelligence, ça va pousser quelque chose, ça va épanouir des capacités mentales et cérébrales chez eux. Alors que un des premiers dommages que ça peut faire, c'est que ça peut réduire énormément l'apparition du langage et de la communication chez ces enfants, avec qui on n'a plus le temps aujourd'hui de discuter, parce que maman est au travail, papa est au travail, tout le monde fait, une fois elle revient chez eux, ils sont bien sur leur iPhone à eux-mêmes ou sur autre chose. C'est beaucoup plus facile de mettre l'enfant devant une image, devant un écran qui va l'éblouir, qui va de mettre dans un état d'excitation, parce qu'on rentre aussi en phase, en rythme avec le rythme des images. Les bébés sont leur rythme même de sommeil, d'éveil est perturbé, de manger aussi. Tout le rythme biologique corporel peut être aussi perturbé avant 3 ans quand on met les enfants devant des écrans. 6 ans, pas de console avant 6 ans. Oui, je sais, c'est difficile. Juste ce matin, on était dans une matinée de travail avec des parents de collégiens qui ont discuté du même sujet, du sujet des écrans. Et quand j'ai dit pas de console avant 6 ans, j'ai vu des yeux comme ça, un peu comme les miennes, et qui disaient bon, c'est pas possible, il faut voir les enfants qu'on a, et qu'une fois ils demandent une console, un jeu, il faut l'avoir, ou bien c'est la guerre, c'est la pagaille à la maison. J'espère que ça va être un peu mon apport ce soir aussi, de répéter un peu ce que mes collègues ont dit, du rôle de la famille à ce niveau-là, du rôle des parents, de mettre des exigences, de ne pas croire que c'est un terrain qui doit nous échapper juste parce que c'est nouveau, juste parce qu'on ne connaît pas trop dedans, ou bien parce que ça nous paraît loin, ça nous paraît pas, ça fait pas partie des outils dont on a l'habitude. Avant 9 ans, pas d'internet, ou pas d'internet de façon, en fait, pas d'accès à internet ouvert comme on l'a aujourd'hui. Parce qu'avant 9 ans, que ça soit à l'école, que ça soit dans la vie quotidienne des jeunes, n'ont pas besoin d'internet vraiment avant 9 ans. Leur survie ne dépend pas d'internet, même leur activité de tous les jours. Il y a certaines écoles primaires où ils demandent aux enfants de faire des recherches sur internet avant cet âge-là. Alors on essaye aujourd'hui, tout le monde essaye de communiquer avec ces directions, de réduire le taux de devoirs sur internet. Parce qu'il y a toujours les livres autour de nous, il y a les bibliothèques qu'on désinvestit de plus en plus, parce qu'il y a le recours très vite, très facile à internet. Voilà, et même quand il y a ce besoin de faire cette recherche sur internet, les parents sont toujours là pour faire ce devoir ou bien cette demande avec les enfants, puis voilà, puis partir, puis c'est fini, et cadrer bien le temps, l'espace et le temps qu'on passe devant l'écran. Alors, 12 ans, c'est la question du collège, du passage de la préadolescence à l'adolescence. Et puis, on a le mélange de tout. Il n'y a plus seulement la question de console ou d'internet ou d'ordinateur, il y a la question de tout. Tout vient ensemble. À cet âge-là, les jeunes veulent internet, veulent jeux, ils veulent tout ce qui existe pour qu'ils soient un peu comme tous les autres autour d'eux, que ce soit au collège, voilà, chez eux, dans le quartier. Et
on dit qu'avant 2 ans, il ne faut jamais avoir d'Internet non accompagné. C'est-à-dire entre 9 ans et 12 ans, c'est l'âge où l'Internet doit commencer normalement. À cet âge-là, entre 9 ans et 12 ans, l'Internet doit toujours être accompagné. Accompagné, on parle toujours, quand on parle d'accompagnement, c'est sans qu'on soit intrusif à l'espace du jeune. Parce que dans un certain endroit aussi, le jeune doit avoir son espace particulier, son espace secret, son espace intime, personnel. Qu'aujourd'hui, à cause des exigences de tous les jours, on n'a plus cet espace que dans un petit coin, devant son écran, sur son ordi, dans son email. Il y a une façon dont on va essayer d'en parler plus tard, de comment être à côté, de comment accompagner un jeune devant son écran. Alors, la suite va être plutôt sur les jeux vidéo, un peu plus, pour traiter cette question. Oui. Oui, alors au début on a prévu un moment à la fin, mais si vous avez quelque chose que vous croyez que c'est important. Alors oui, je vous rappelle juste qu'on doit juste attendre le micro pour répondre parce que c'est enregistré, sinon... Alors je voulais simplement revenir sur la diapositive précédente. Et donc vous nous indiquez, donc a priori un enfant qui a 3 ans ou moins ne devrait pas être placé devant Internet, c'est bien ça? Devant l'écran. Un écran, d'accord. Ouais. Même la télévision. Donc la télévision également. Voilà. Donc je me posais la question de la différence que vous faisiez entre un écran de télé, un écran type ordinateur avec la diffusion d'Internet, et un livre par exemple, pour à moins que vous remettiez aussi en question le fait qu'on place des enfants devant des images, des livres non, pas vraiment. En fait, je crois qu'on reviendrait plus tard sur cette histoire, mais juste pour vous répondre très vite, il y a là, avant 3 ans, tout écran est semblable parce que avant 3 ans, les enfants n'arrivent pas vraiment à interagir avec l'écran. Et c'est ça le problème, un des problèmes. Il y a aussi le problème au niveau neurologique, d'apprentissage, de communication, mais aussi le fait qu'ils n'arrivent jamais à interagir. On va voir que plus on peut interagir devant l'écran et moins c'est dangereux. On n'est pas juste, on subit. Mais sur tous les niveaux, même biologiques, c'est très dangereux pour les enfants, vraiment avant 3 ans. Et je trouve aucune nécessité de mettre un enfant avant 3 ans devant aucun écran. Juste si on veut le faire taire ou qu'il pleure plus, voilà. Dans les jeux vidéo, on a la tendance à mettre tous les jeux vidéo dans une même case. C'est les gens qui disent c'est très bon, c'est très bien, c'est nouveau, il faut que les gens soient devant, ou les gens les autres personnes qui disent c'est très mauvais, c'est qu'un outil de destruction, de pulsions agressives, voilà, toutes ces choses ressortent sur les jeux vidéo. Alors en fait, on distingue plus aujourd'hui de genre de jeux vidéo, mais de genre d'interaction devant les jeux vidéo, d'interaction du joueur. C'est pour dire que le joueur, c'est lui qui est plus ou moins en contrôle, même si on a la tendance aujourd'hui de croire que on change avec les images, on change avec la technologie, mais c'est toujours l'humain qui est plus fort. On s'adapte, mais on change pas. Et je crois qu'il y a une petite nuance de différence, mais quand même c'est très important quand on va comprendre nos rapports avec les écrans. On distingue ici deux sortes d'interactions avec les jeux. Une interaction qu'on appelle émotionnelle narrative et une interaction qu'on appelle sensorimotrice ou répétitive. Dans les interactions émotionnelles et narratives, on a surtout les jeux qui favorisent ces interactions, c'est les jeux de rôle en ligne, ce qu'on appelle aujourd'hui MMORPG, ou les jeux de simulation de vie comme les Sims. Je ne sais pas si vous avez entendu des Sims autour de vous, ou un jeu qui s'appelle WoW, qui a aujourd'hui plus que 15 millions de joueurs sur l'Europe seulement. Et ça, c'est des jeux où on peut créer son avatar. Avatar, c'est le personnage qu'on dirige dans le jeu, qu'on peut créer son personnage avec toutes sortes de diversité qu'un personnage peut comporter. On a aussi des jeux, par exemple, WoW, c'est un jeu qui est dans un temps médiéval, où on a des guildes, on a des druides, on a des prêtres, on a des guerriers, voilà. Et puis, on choisit à chacun son armure, c'est beaucoup de choses différentes. Et avec cet avatar qui se trouve déjà dans une histoire du jeu, dans une narration, il va continuer la narration
avec ses propres termes, avec ses propres idées, avec ses propres projections, va construire une histoire et évoluer dans l'histoire du jeu. Et le jeu évolue. C'est des jeux qui finissent pas. Il n'y a pas une fin. On n'arrive pas. C'est comme la vie. C'est comme une vie. Sauf que la vie finit, mais une fois un joueur est mort, son avatar continue à vivre sur les réseaux. Mais c'est comme la vie, ça finit pas dans le sens où il n'y a pas une quête. Une fois que c'est achevé, on arrête ou bien on reprend du début. Voilà, c'est une continuité de narration qui va en parallèle avec la vie du joueur et le temps qu'il choisit d'être devant son écran. Alors que les jeux d'interaction sensorimotrice, on retrouve plutôt les jeux qui sont des jeux qu'on appelle des jeux de tir ou des jeux de stratégie à temps réel, les STR, ou FPS, c'est un mot aussi anglais qui s'appelle First Person Shooter, c'est la première personne qui tire. Et ces jeux-là sont plutôt dans des cycles de répétition de certains quêtes où il n'y a pas vraiment une grande histoire, il y a une petite histoire juste pour se situer le joueur dans le jeu. Il crée pas toujours son avatar, surtout c'est choisi parmi plusieurs modèles qui sont déjà présentes. Et on trouve que la tendance d'être devant ces jeux, c'est plutôt une tendance à décharger des pulsions, parce qu'on répète des cycles, on répète des quêtes, on tire sur des buts, voilà. Il y a une histoire qui est plutôt cyclique qu'une histoire qui évolue dans un axe continu. Il y a une tendance des jeunes qui ont besoin d'une décharge motrice de se mettre sur ces jeux-là, plutôt que les autres jeux qui favorisent l'interaction émotionnelle et narrative. Mais toujours, peu importe le jeu qu'on choisit, on peut toujours choisir une façon d'interaction qui est différente. Ça veut dire qu'on peut être devant un jeu qui favorise l'émotion et la narration et être dans un mode d'interaction qui est plutôt répétitif. Trouver une tâche et la répéter. Mais ce qui est toujours important, c'est le sens derrière ça. Quel sens ça peut porter aux jeunes ou aux joueurs qui est derrière cet écran, derrière ce personnage créé? Parce que il n'y a jamais deux personnes qui font la même chose pour la même raison, et ça vient jamais du même endroit chez la personne. C'est toujours ce qu'on doit mettre en premier, c'est qu'est-ce qui amène le jeune à être sur ça avant qu'on étudie seulement l'outil, on oublie le jeune qui est derrière. Parce qu'il y a aujourd'hui cette tendance, on va étudier l'écran, on va étudier le jeu vidéo, on va étudier le je sais pas quoi, et on oublie le jeune. Comme si ça vient en deuxième, c'est le consommateur, c'est plus l'humain qui est devant. Et c'est cette tendance qui nous ramène toujours à mettre les gens que dans des statistiques, que dans des chiffres pour étudier sur un mode général comment ça fonctionne et après voir quel nouveau jeu et à quel moment de l'année il faut le mettre dans le marché. Et juste pour ne pas contribuer à cette idée, je crois qu'il faut toujours considérer la personne, l'humain qui est derrière ce jeu, qui est derrière cette création, et voir qu'est-ce qu'il fait de différent, quel est quel ajout, quel plus il fait, et pas seulement un chiffre derrière un consommateur. Avant de parler je vais essayer de ne pas utiliser le mot addiction aujourd'hui parce que je crois que c'est un mot très dangereux. Déjà, quand on travaille quand on travaille avec des accrochages à des objets où il n'y a pas de produit, c'est-à-dire il n'y a pas des produits chimiques, c'est pas de la chimie, c'est pas. Quand on parle d'addiction, le mot qui vient de l'anglais, mais quand on a cherché les origines, ça vient en fait d'un français très très ancien qui est en rapport avec un système juridique très ancien qui n'existe plus aujourd'hui. Mais le mot addiction veut dire quelque part une dépendance à un produit. Alors que là, il n'y a pas un produit. Et je vais essayer de parler plutôt d'usage excessif que d'addiction. Parce que c'est très dangereux de parler d'addiction, surtout avec des jeunes, parce que la tendance après, c'est de les médicaliser. Une fois on dit qu'un jeune est addict, on peut le mettre sous médicament. Et les grands mafias ou les grands, moi je les appelle des mafias médicales. Aujourd'hui, le but c'est juste de vendre plus de médicaments, sans faire attention à qu'est-ce que ça peut faire à long terme, même s'ils sachent, ils le cachent parce que c'est mieux d'avoir des chiffres dans le banque que des humains qui vont bien. C'est pour ça que
au début à ne jamais oublier que l'usage, que ce soit de l'Internet, des jeux vidéo, des écrans, au début, pour les jeunes, c'est un outil de loisir. C'est un outil de création aussi. Comme on a vu, il y a beaucoup de possibilités de mettre des choses personnelles, de mettre son histoire, de retravailler des choses de sa vie personnelle. Vous serez peut-être étonné, peut-être pas, de voir à quel point il y a des choses qui sont répétées de la vie personnelle du joueur dans le jeu, dans l'histoire de son avatar et dans la progression du jeu dans l'écran. On reprend des histoires, que ce soit avec les plus jeunes comme avec les plus âgés. Juste la semaine dernière, j'ai reçu un jeune de 12 ans qui voudrait venir dans le point accueil Écoute Jeune où je travaille parce qu'il a su qu'il y avait un atelier jeux vidéo pour l'expression. C'est un atelier qu'on appelle l'atelier d'expression. Ils viennent jouer sur les jeux vidéo avec la condition qu'ils sachent qu'à la fin, il y a un moment d'échange sur leur création, sur leur vécu dans le jeu, qu'on doit parler de ce qui est créé. Ce jeune-là, normalement, ces choses-là ont besoin de 2 ou 3 séances devant le jeu, accompagner le jeune ou laisser aussi un temps personnel pour qu'il puisse construire quelque chose de personnel sans la présence intrusive d'un tiers. Mais ce garçon, il avait tellement besoin de s'exprimer qu'il a déjà construit une famille sur les Sims, où il a fait un adolescent. Mais sur les Sims, il y a une condition. L'adolescent ne peut pas vivre tout seul dans la maison. Le jeu exige qu'on crée un jeune adulte ou un adulte pour accompagner cet enfant. Et du coup, il m'appelle pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. Moi, j'ai répété la règle du jeu, c'est ce qu'il faut faire. Il crée une femme et qu'il appelle sa maman, il revient me chercher de nouveau pour me dire qu'il a fini. Et là, j'ai juste reformulé ce qu'il a fait. J'ai dit, je vois que vous avez créé un enfant avec sa maman. Et tout d'un coup, il m'a dit oui, parce que la maman et le papa sont divorcés, le papa ne vient plus à la maison. C'est toujours intéressant de voir jusqu'à quel point les jeunes ils peuvent mettre des choses de leur vie personnelle dans le jeu, qu'ils prennent pour normal parce que c'est comme ça. Alors que la règle du jeu, c'est de ne jamais créer une identité vraie, de ne pas utiliser son nom ou bien son identité vraie dans le jeu, ce qui va lui permettre d'aller beaucoup plus loin. Parce que dans le fictif, on ne s'arrête pas. Dans le cru, dans le réel, on est toujours bloqué par sa vie, par des identités qu'on connaît. Mais une fois que la règle est sur le fictif, ils vont aller beaucoup loin sans hésiter à... c'est un support de communication et une esquisse de solution, dans le sens où le travail après, par exemple, que ce soit avec ce jeune ou avec d'autres jeunes avec qui on travaille, ça va permettre, comme on travaille dans le fictif, comme c'est loin, c'est pas dangereux, c'est pas dans le maintenant, dans l'ici, ils peuvent aller loin, ils peuvent imaginer des solutions, créer des issues, des sorties aux impasses ou aux difficultés dans lesquelles ils sont. Et du coup, même si ça reste dans l'imaginaire, ça va donner des idées. Ça va désangoisser beaucoup les jeunes qui sont devant et qui peuvent créer des histoires, mettre leurs problèmes, leurs angoisses sur l'histoire du jeu. Voilà, parce que la réalité est métamorphosée. Cette image, c'est pour vous dire que si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Quand on parle d'usage excessif, ce n'est pas le nombre d'heures, c'est la raison qui est derrière, qui peut faire un usage excessif ou anormal ou abuser de l'écran, comme on dit aujourd'hui. Parce que c'est toujours l'histoire personnelle du sujet qui compte. Aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites qui disent que jusqu'à 5 heures par jour devant son écran, c'est acceptable, ce qui veut dire, je sais pas, presque 35 heures par semaine, parce qu'on ne compte pas les week-ends. Oui, parce que c'est devenu les parenthèses où tout est permis. On reste devant l'écran toute la journée. Ça veut dire 5 heures après l'école. Bon, je suis pas sûr jusqu'à quel point je peux personnellement être d'accord. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous pouvez nous dire plus tard. Mais je ne suis pas sûr que ces chiffres-là sont des chiffres qui correspondent à tout le monde. Parce que certains jeunes, 5 ans devant leur écran,
c'est pas grand-chose, et d'autres, c'est excessivement débordant, c'est inacceptable. C'est pour ça que je crois que c'est toujours dans l'histoire personnelle du sujet qu'on doit voir ça, mais aussi dans le bénéfice narcissique. Il y a beaucoup de jeunes qui vont se retrouver dans une image beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, qui leur plaît beaucoup plus quand ils sont devant l'écran, que ce soit à travers les jeux vidéo ou même à travers des identités sur les réseaux sociaux. Parce que c'est là où on choisit ce qu'on veut montrer et cacher ce qu'on croit n'est pas bien. Et entrer dans des relations qui sont très idéalisées. Le seul problème, c'est que je ne crois pas qu'on peut parler de relation quand il n'y a pas de corps physique. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Les jeunes croient qu'ils sont en relation. Ils ont 6000 amis sur Facebook, 3000 sur MSN. Et c'est les relations sociales qu'ils ont. On appelle ça des réseaux sociaux. On ne peut pas avoir une relation si le corps n'est pas présent, s'il n'y a pas un échange, même l'échange du vis-à-vis. On n'a pas besoin de se toucher, mais la présence du corps, à travers le corps, on peut reconnaître le temps et l'espace, alors reconnaître aussi l'existence de l'autre. Sans le corps, il n'y a pas de relation, et c'est ça le problème aujourd'hui. Les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, avoir 5000 amis sur Facebook, c'est pas une sociabilité. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de discuter aussi avec ceux qui sont trop dedans, qui croient que ça c'est social, c'est un réseau social. Je crois qu'il faut l'appeler plutôt un enfermement social, ça va beaucoup plus. Le plaisir de la décharge motrice et la difficulté de l'élaboration. On a parlé qu'il y a certains jeux qui favorisent des interactions sensorimotrices où il y a... Je ne dis pas que tous les joueurs qui sont dessus sont des joueurs qui cherchent la décharge motrice, mais un grand nombre le fait. Ceux qui sont devant, que ce soit ces jeux-là ou d'autres jeux, le problème avec ces jeux-là, avec le temps qu'ils passent devant les écrans à avoir qu'une décharge motrice, c'est un temps où ils n'arrivent pas à élaborer, que ce soit verbalement ou d'une autre façon, parce qu'on peut s'exprimer par la parole, mais aussi par le dessin, ou par la danse, ou par le corps. Ils n'arrivent plus à élaborer leurs problèmes. Ça veut dire que c'est plus travaillé d'une façon avec une autre personne. Quand on élabore un problème ou une idée avec une autre personne, on doit la mettre dans une suite logique pour faire comprendre à l'autre personne qui écoute, ou au moins faire l'effort de la mettre dans une suite logique. Cette forme d'élaboration va aider énormément les jeunes. Et il faut faire attention, ceux qui sont devant des jeux où ils cherchent qu'à la décharge motrice, où le jeu ne leur permet pas d'être une esquisse de solution, comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça peut bloquer, et qu'est-ce qui est gâché là, où le jeune n'est plus amené à élaborer ses idées, mais à les décharger seulement de façon motrice, alors que ce qui travaille est toujours dedans. Il va ressortir d'une forme ou d'une sorte ou d'une autre. Les relations exclusivement virtuelles, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que d'être que sur des réseaux sociaux et qu'on croit qu'on est dans la relation, mais aussi le fonctionnement familial et l'évitement du conflit entre les générations. Oui, ça fait rigoler. Parce que c'est beaucoup plus facile de donner à son enfant, à son adolescent, parfois un jeu, où il va passer son temps, où il va, en rentrant de l'école, du lycée ou du collège, il va se mettre devant l'écran, il n'y a personne qui parle dans la maison. Il y a beaucoup de familles où pour éviter des discussions, pour éviter des conflits, pour éviter des conversations précises, on préfère que le jeune soit devant l'écran, comme ça il ne pose plus de questions, nous on est tranquille et ça va très bien pour tout le monde. Voilà. Comment ? Non, je ne crois pas que c'est conscient dans le sens qu'on ne cherche pas à bloquer son enfant, peut-être, mais c'est une évitation. Quand on évite, on est vraiment entre le conscient et l'inconscient, dans le sens où on ne veut pas de ça, mais on ne sait pas comment l'éviter, alors on trouve la solution la plus présente devant nous. C'est voilà. Aujourd'hui, les écrans, c'est très facile, les jeux, c'est très facile. Tu as dont tu as besoin, alors ne me parle plus. D'où vient vraiment le rôle de la famille que je trouve primordial et même le plus grand, dans le sens où, comme on disait tout à l'heure, il y avait
si je ne me trompe pas, j'étais à Royan quand un monsieur m'a dit « Mais monsieur, vous dites qu'il faut être à côté de son jeune quand il joue, être présent, accompagné, mais moi, j'en sais rien. Je ne connais pas du tout le jeu. Voilà, je ne sais pas comment jouer, je ne l'ai jamais fait. » Je me souviens que je donnais l'exemple que dans le temps, par exemple, que ce soit un père ou une mère, surtout peut-être les mères, quand ils étaient avec leur fille qui jouait aux poupées, les mamans n'étaient pas toujours là pour jouer à la poupée, mais pour être à côté de la fille, la demander qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle va faire plus tard, qu'est-ce qui se passe, est-ce que la poupée va bien. Ne pas jouer, la maman ne va pas jouer à la poupée, mais elle va être présente à côté, s'intéresser pour un certain moment, pour mettre en valeur peut-être ce temps que le jeune va passer, mais aussi pour lui dire que ça ne m'échappe pas. Le problème aujourd'hui, c'est que quand les jeunes trouvent que cet espace échappe aux parents, Internet, jeux vidéo, tout ce qui est ce qu'on appelle le cybermonde aujourd'hui, quand ça échappe aux parents, ça fait génial, parce que c'est le terrain où ils vont rien comprendre. Ils vont pas poser de questions, ils vont pas venir me déranger, et puis je suis tranquille aussi, parce que c'est pas toujours les parents qui cherchent à être tranquilles, parfois c'est aussi les jeunes. Alors, la place que je crois, mais c'est aussi à discuter avec vous, à voir avec vous, c'est une place intermédiaire que le parent doit avoir, dans le sens où être présent pour s'intéresser, être présent pour vraiment s'intéresser, parce que si on a un jeune qui passe 5 heures ou 6 heures devant l'écran toute la journée, on ne veut même pas savoir de quoi il s'agit, ben je me pose la question sur l'intérêt des parents aux jeunes au début, avant qu'il soit devant l'écran ou pas. Mais s'intéresser à lui à travers son jeu, et pas toujours directement, ce qui va aussi faire une mode de communication différente entre les parents et les enfants. Les parents aussi ont le choix, ont le devoir quelque part de réglementer l'espace et le temps du jeune. C'est comme ça que les transmissions familiales se font. Une des voies par lesquelles les transmissions se font, c'est de donner un rythme dans le temps et un rythme dans l'espace, et aussi des lois et des règles. Que ces espaces virtuels ne doivent pas échapper à ces règles-là. Les enfants qui viennent avec leur PlayStation sur la table pour manger le soir, quand toute la famille est censée communiquer et discuter de ce qui s'est passé, le jeune qui va être partout avec son ordinateur, la famille peut dire à ce moment, dans cet espace, c'est interdit, à ce moment, dans cet espace, c'est permis. Réglementer tout ça comme on réglementait dans le temps n'importe quel jeu, les Lego ou autre chose. Le choix des jeux et des sites et des restrictions aussi, quand les parents sont présents, on va voir que plus ils savent de quoi il s'agit, et moins le jeune va être sur des sites qui sont dangereux ou même pornographiques, ou voilà, qui peuvent vraiment être traumatisants ou intrusifs au mental ou à l'esprit du jeune. Parce qu'une fois qu'on est présent, ils savent qu'ils peuvent revenir à n'importe quel moment aussi. Et que les règles que j'ai apprises dans mon éducation comme enfant, ça continue aussi sur ça. Ça ne s'est pas arrêté une fois que l'Internet était créé. La famille n'est pas morte après Internet. Et enfin, un apprentissage bidirectionnel. Dans le sens où c'est pas mauvais que quand un parent ne sait pas de quoi il s'agit, ne sait pas comment jouer, ne sait pas comment rentrer sur Facebook ou sur les sites internet, qu'il demande à son jeune de lui apprendre. L'apprentissage peut être fait dans l'autre sens aussi, et ça va énormément faciliter beaucoup de choses dans la communication, dédramatiser certains liens où c'est un lien toujours général, commandant. Ça va sortir de cet aspect-là où le jeune va aussi se valoriser, dans le sens où moi je peux aussi apprendre quelque chose à mon père ou à ma mère. Ça peut être très très bénéfique en fait. Je crois que j'ai plus de temps, n'est-ce pas? C'est bon. Voilà, je vais aller trop vite là. C'est l'écoute à travers le jeu vidéo. C'est pas une faute de dictée. Comme on a dit tout à l'heure, on met beaucoup de soi, beaucoup de sa vie personnelle dans le jeu, dans ce qu'on fait, dans la création dont on fait. C'est très important de pouvoir ne pas interpréter, mais lire ceci sur le jeu. Ça veut dire, la lecture peut se faire juste en demandant le jeune de raconter son histoire.
là, je suis passé directement à au dernier point. Demander aux jeunes d'être spectateurs de sa propre création. C'est c'est une petite astuce ou petite idée que l'adulte ou le parent peut utiliser avec un jeune qui est sur un mode de jeu excessif. Ce qui se passe, c'est qu'une fois le jeune va raconter son histoire dans le jeu, il va se rendre compte de beaucoup de choses, de certaines ressemblances avec sa vie ou bien de choses qu'il a créées. Même s'il ne va pas le dire à haute voix, il va faire les liens dans sa tête. Une fois qu'il fait ces liens, ce qui se passe, c'est qu'il va désinvestir petit à petit le jeu. Et comprendre que ce qu'il met, ça fait que partie de sa vie personnelle. Il y a des choses qu'il doit voir. Ça aide aussi à grandir par rapport au jeu. Et on n'a pas besoin d'enfermer un enfant qui joue 6 heures par jour sur ordinateur dans un hôpital pour le traiter d'addiction, mais on peut peut-être être à côté de lui, le demander, poser des questions, au lieu de l'envoyer chez le psychologue ou le psychiatre ou le médecin, et de voir au début qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il met, et si dans la communication dans la famille il peut s'en sortir. Parce que la plupart des fois, ça marche. Voilà, et ne pas oublier aussi que c'est un outil qui nous laisse prendre cette distance avec la réalité qu'on a tous besoin aussi. Et que quand on discute avec le jeune, comme, je sais pas, aujourd'hui, je suis un parent qui a entendu ça dans une conférence, je vais à la maison, et je dis à mon jeune, « Ah, tu vois, ce que tu as fait là, c'est parce que il y a 2 jours, tu as eu une très mauvaise note à l'école et tu as essayé de compenser. » Mais peut-être de respecter toujours cette distance avec la réalité que le jeune essaye de chercher, et de discuter que dans le fictif qui est créé, que dans le fictif dans lequel on joue, de rester sur un mode imaginaire, sans revenir chaque fois sur il faut pas, t'as fait, tu n'as pas fait, mais que la communication aussi, une fois de plus, entre les parents et leurs jeunes, peuvent passer encore une fois à travers quelque chose où ils sont semblables, il n'y a pas une hiérarchie dans la relation. Alors, je reviens juste sur attention aux addictions à l'adolescence. Est-ce que c'est jeu excessif ou médicalisation excessive? Là, j'ai fini, mais je vous laisse juste avec une question. Aujourd'hui, comme c'est un espace qui est pas toujours accessible aux parents, et que beaucoup d'adolescents l'utilisent comme outil pour faire leur crise d'adolescence, que sera la crise des adolescents de demain, enfants de parents joueurs? Voilà, merci. La réponse, en fait, c'est en discussion, parce que on va peut-être avoir maintenant un petit moment d'échange avec vous, ce que vous pensez, des questions que vous aimeriez poser, ou voilà. Correct? Quelques fautes de français. Ah oui. On m'a dit quelques fautes de français. Bonsoir, Messaouda Mouroux, psychologue clinicienne à Barbezieux. Vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Hadji, qu'il n'y avait pas de relation possible si le corps n'était pas présent. Je trouvais que cette affirmation était un petit peu abusive dans la mesure où tout ce qui est relation d'écriture, bien avant le jeu, lorsque les gens s'écrivent, je pensais au téléphone, mais bien même avant le téléphone, lorsque les gens s'écrivent, il y a aussi la relation possible à travers les représentations, à travers l'imaginaire. Qu'est-ce que vous pensez et la possibilité d'une relation même si le corps n'est pas présent? Après, j'entends bien votre point d'attention sur l'aspect virtuel du relationnel d'aujourd'hui, bien sûr. Je ne suis pas l'expert en français, mais je crois qu'il y a une différence entre relation et lien. Avec les lettres, avec l'écriture, on gardait des liens, mais on n'était pas en relation. C'est pour ça que je dis que ne pas pouvoir parler de relation sans le corps, parce que même aujourd'hui, tous les grands psychanalystes, les écrivains qui travaillent sur la psychosomatique, comme les maladies comme résultantes d'un problème psychologique, en fait les origines psychologiques des pathologies physiques, ils reviennent toujours aujourd'hui à la relation, l'impasse relationnelle qui est à l'origine des maladies. Dans le sens où le corps et la relation ne peuvent jamais être séparés. C'est toujours une unité. Et on peut garder des liens. En fait, tous ces gens avec qui on est sur les réseaux sociaux, on est en lien, mais pas en relation. Parce qu'il y a quand même une différence. Il faut au début avoir une relation qu'on garde avec des liens. Mais bon, après, voilà. Peut-être
Il y aura quelqu'un qui peut mieux définir les mots que moi. J'en profite le temps que... ceci dit, oui, je voudrais quand même vous remercier de votre exposé parce que j'ai entendu quelque chose d'assez positif et constructif et de dédramatisant par rapport à tout ce qui peut se dire et de diabolisation des écrans. Alors effectivement, il faut être vigilant, mais la façon dont vous présentez les choses, on est vraiment dans une perspective de construction et d'intégration de ces outils modernes et de remettre les adultes à leur place d'adultes, c'est-à-dire auprès des jeunes. Merci, c'est un peu en fait le but de dire que ça ne doit pas échapper. C'est un outil, dans quelques années on va rigoler de ça, je crois. Aujourd'hui on nous oblige à être dans une mode de jeux vidéo, dans une mode des mondes virtuels, parce que peu importe où je vais, je regarde, il y a toujours des budgets qui se versent sur ce sujet pour faire que ce soit des conférences sur ce sujet ou que ce soit des ateliers ou un travail. On veut faire de ça un sujet. Et après aussi l'histoire qui est arrivée avec un politicien dont je connais pas très bien le nom en France, un petit scandale sexuel ou un grand, je sais plus. Et on parle aujourd'hui que la nouvelle version va être les addictions au lieu des virtuels, les addictions sexuelles. On est dans des modes qu'il faut juste essayer d'éviter. Voilà, c'est devenu comme la mode des habits et qu'il faut éviter parce que ceux qui ont le plus de dommages après ça, c'est les jeunes ou les gens à qui on met ces étiquettes-là. Voilà. Alors merci. Ouais, moi, je voudrais revenir sur ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est en rapport, mais moi, j'y ai vu un lien ou une relation. Alors là, je ne sais pas, avec les mots. Moi, je suis française, mais bon. J'étais la semaine dernière au Forum Santé, donc j'animais un espace où effectivement on pouvait parler avec les jeunes collégiens et lycéens qui venaient de l'usage des écrans et des questionnements qu'ils pouvaient avoir ou qu'on pouvait avoir nous les adultes par rapport à cela. Et il y avait un jeune qui me disait, mais c'est tout ce problème, toute cette peur qu'on a nous les adultes et du mot d'addiction moi aussi qui m'effraie un petit peu parce qu'effectivement peut-être qu'il est un peu excessif du coup comme on joue aussi. C'est ce jeune qui me disait ma mère me dit tu joues trop. Et je lui demandais et qu'est-ce que vous en pensez vous, hein? Et il me dit moi je ne trouve pas. Alors bon, et tu ne travailles pas assez. Donc et qu'est-ce que vous en pensez? Si, je pense que si. Et en fait, et je lui disais, mais qu'est-ce qui fait que votre mère vous renvoie que vous jouez trop, vous êtes trop devant l'écran, que vous jouez trop aux jeux vidéo? Et elle disait, elle pense que je suis dépendant. Et en fait, la peur de la mère, c'était l'addiction, le mot à la mode actuellement. Hein. Moi, c'est le sentiment que j'avais pas la mère devant moi, j'avais juste ce jeune. Et je lui ai proposé effectivement donc je travaille dans un centre de soins où il y a des personnes qui peuvent effectivement aider, en tout cas, à communiquer, à parler, à poser peut-être la juste limite ou la raison du mot. Alors est-ce que c'est une dépendance, est-ce que c'est effectivement jouer trop pour les parents, c'est pas jouer trop pour un enfant. Enfin, ce jeune avait l'air plutôt lui à l'aise, tranquille, mais inquiet de ce que lui renvoyait sa mère. Et je pense qu'on a un peu de mal effectivement avec le public, nos jeunes, pour pouvoir. On a un peu de mal parce qu'on connaît pas l'outil qu'ils utilisent et on a du mal à doser le trop ou c'est le trop par rapport à quoi? C'est le trop parce que surtout ils jouent à des jeux vidéo. Et quand je lui disais, mais si vous passiez ce temps-là dans un livre, qu'est-ce que vous dirait votre mère? Elle dit, je pense qu'elle me dirait rien. Dans le sens inverse aussi, j'ai reçu une jeune de 11 ans qui était en colère parce que ça fait un moment que sa mère ne fait pas son petit déjeuner le matin, ne prend pas soin d'elle comme il faut, alors que dans le centre où elle a rencontré beaucoup d'autres jeunes dans sa vie aussi, dans son collège, pour savoir que c'est pas normal. Le rythme que sa mère et le désintérêt que sa mère elle a envers d'elle. Et quand on a posé la question à la jeune, qu'est-ce que vous pensez, pourquoi votre mère ne prend pas soin de vous? Elle a dit parce qu'elle est tout le soir sur le jeu vidéo, elle n'arrive pas à se réveiller le matin tôt pour lui donner son déjeuner, son petit déjeuner avant l'école. Et c'est vrai que ça peut arriver aussi dans les deux sens.
Je voudrais revenir là sur l'exemple de Catherine. Est-ce qu'on peut vraiment comparer une activité de lecture de 5 heures avec une activité sur Internet ou face à des jeux vidéo? J'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait quand même sur les mêmes modes de concentration. Vous parliez de tout l'effet qu'il peut y avoir sur le cerveau. Bon, j'ai lu récemment, je vais résumer très vite parce que je suis pas sûre de me souvenir de tout, mais que les connexions neuronales étaient finalement très différentes aujourd'hui et que les jeunes avaient de plus en plus de soucis de concentration parce qu'ils étaient sur du zapping, un peu le téléphone portable, Internet, etc. Et qu'a priori, ça avait quand même des incidences sur ces connexions neuronales et que finalement, on n'avait pas tout à fait quand même derrière les mêmes capacités. En fait, je crois que je reviens pour dire que je suis pas sûr que c'est l'outil qui est problématique, mais c'est son usage. Dans le sens que ça soit un livre ou un jeu vidéo. Bon, je vais laisser peut-être la partie neurologique à ceux qui connaissent mieux. C'est pas exactement mon domaine, la neurologie, mais on sait aujourd'hui qu'on parle plutôt de plasticité neurologique, de plasticité cérébrale, dans le sens où on peut faire à tout moment des circuits, même à n'importe quel âge. On n'a plus des cellules nerveuses qui sont nouvelles, mais on n'arrête jamais de faire des synapses et des circuits. Alors je suis pas sûr que le problème est neuronal, mais il est plutôt qui est neurologique, mais plutôt dans l'usage. Ça veut dire que si un jeune va utiliser le jeu vidéo ou le livre pour se replier sur soi, c'est mauvais. S'il va utiliser l'internet et le livre pour s'instruire, je crois que c'est bon. Alors, je crois que c'est plutôt parce que non plus un jeune qui va avoir un livre, même si c'est, je sais pas, une encyclopédie ou un livre qu'on juge étant très instruisant, instructif, merci, instructif. S'il est 10 heures avec son livre pendant la journée, au lieu d'être en lien ou en relation ou d'être dehors ou de communiquer aussi, d'avoir sa part de sa vie qui est normale, pour moi c'est aussi problématique. Même si c'est un livre. Alors je suis pas vraiment dans la comparaison des outils, mais je vois c'est l'usage derrière qui fait la différence. Oui, juste une dernière chose parce que j'étais intéressée par votre dernière question justement. Donc effectivement, comment les enfants des parents donc qui ont vécu avec Internet, etc. et les jeux vont faire leur crise d'adolescence, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils trouvent autre chose. En fait, moi, je n'ai pas la réponse. c'est juste une question qui se pose parce que c'est vrai que dans un certain moment, en fait, chaque génération, la crise d'adolescence, il y a des jeunes qui passent ils passent par cette crise. Il y a d'autres jeunes qui le font pas, qui font pas la crise d'adolescent. Mais ceux qui font de la crise, ils ont besoin de quelque chose qui est différent pour se différencier, parce que c'est une phase de différenciation surtout, pour accéder à une autonomie plus tard, de se sentir capable d'exister tout seul avec quelque chose de différent dans un espace. Il faut l'essayer sur un espace. Aujourd'hui, l'espace virtuel, c'est un espace où on peut essayer son autonomie sans la présence des parents et voir si on peut survivre ou pas, si on peut s'en sortir ou pas. Alors demain, je sais pas. Peut-être on va trouver autre chose, peut-être on va faire des crises d'adolescents des parents qui n'ont pas pu la faire à ce moment où ils n'avaient pas les jeux. J'ai pas vraiment la réponse, c'était une question ouverte. Au niveau des ados qui vous disent que l'ordinateur leur permet d'arrêter de penser, que le jeu ne sert qu'à arrêter de penser, parce qu'ils ne supportent plus de penser en permanence, et que c'est le seul moyen qu'ils aient d'arrêter leur pensée. Là, moi je me pose la question, quoi. Du bien fondé, bon, ça me pose question. Je crois, comme j'essaie de ne jamais donner de réponse générale, parce que ça va être très contradictoire à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut voir vraiment la chose dans l'histoire personnelle du sujet, mais de façon générale, si quelqu'un va dire que je vais plus penser, c'est qu'il veut plus penser à quelque chose qui lui fait du mal, si je comprends bien dans la logique. Alors là, de nouveau, on rentre sur deux modes. Ou bien un mode où il va mettre son angoisse ou bien la chose qui lui dérange dans une narration pour la travailler, pour l'élaborer, ou bien être par contre dans une décharge motrice, qui est juste un symptôme de ce qui lui fait mal.
une réaction de ce qui lui fait mal. Il va essayer seulement de décharger cette charge émotionnelle sans la travailler, sans l'élaborer. Alors ça dépend. Ça peut être, mais de toute façon, on n'arrête jamais de penser. C'est une expression, voilà, qu'on dit entre nous, voilà, qui est commune, mais on n'arrête jamais de penser, même quand on croit qu'on a la pensée vide. C'est qu'on travaille dans une rêverie diurne. Le cerveau n'arrête jamais de penser, c'est parfois juste transposé sur autre chose. Ou là, il travaille le corporel. En fait, quand on travaille des charges corporelles, on sent moins ses pensées. C'est pour ça qu'on croit que c'est parti. Mais c'est un calmant temporaire. Par contre, ramener le jeune qui est sur des jeux qui favorisent l'interaction motrice, sensorimotrice et répétitif, vers un jeu qui favorise la narration, ça peut être un grand pas. Parce que après, c'est beaucoup plus facile de sortir des jeux émotionnels et narratifs. Mais c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir d'un calmant où on se décharge physiologiquement. Voilà. Parents, comment connaître la différence entre le jeu qui est sensoriel et un jeu... C'est pas toujours évident, c'est vrai. Il faut connaître un peu les jeux, mais d'une façon générale, les jeux qui favorisent l'interaction narrative et sensorielle et émotionnelle, c'est les jeux où il y a une histoire. Une histoire qu'on peut continuer, qui peut évoluer avec le joueur, avec son avatar, où le jeune peut mettre quelque chose de lui-même dans le jeu. Les jeux qui sont répétitifs ou des jeux qui favorisent l'interaction sensorimotrice, c'est des jeux où on ne va pas avoir vraiment une narration qui évolue énormément. Il y a une petite narration, mais qui n'est pas importante par rapport au cycle de répétition de tâches et de quêtes. On va voir que ce soit des jeux de tir ou autre sorte de jeux. Mais on est dans des répétitions où le joueur ne met pas grand-chose de lui-même que ses capacités, que ses stratégies de déplacement. Voilà. Est-ce que c'est pas un exutoire nécessaire quand même, ce jeu répétitif, même si mais il ne faut pas que ce soit trop long et que cela. Mais oui, c'est comme pourrait l'être un punching ball quand on a besoin de décharger. Oui, mais la différence c'est que une fois là, on n'utilise pas vraiment complètement son corps, que des petites parties et que ce soit les mains. Il y a un problème avec le micro? Non, ça va. Ah d'accord. Et restrictif dans la gestuelle en fait. Oui, il est restrictif dans l'espace vrai, mais pas dans l'espace virtuel peut-être. La difficulté avec ces jeux-là, c'est que ils sont très accrochants à cause de leur effet. Même là, je suis pas sûr qu'on peut parler d'addiction, mais les seules statistiques qui étaient faites, on parlait tout à l'heure d'addiction, de vraie addiction, c'était vraiment 2% de tous les joueurs. Mais même ces 2%, quand on voit comment l'étude était faite, quels critères et quelles mesures ils ont pris pour mesurer l'addiction ou pas, je ne sais pas si on peut être toujours tout à fait d'accord avec les critères de cette addiction. Voilà, mais j'ai pas vraiment une réponse sur si c'est équivalent à un vrai jeu ou pas, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'études qui montrent que voir un mouvement, ça a le même effet sur le cerveau que faire le mouvement. Mais je crois qu'une fois aussi, on néglige le reste du corps. Et que par rapport à d'autres problèmes qui sont par exemple les problèmes d'obésité devant l'écran, ça n'aide pas beaucoup. Moi, j'ai juste une réflexion sur un autre aspect. On parlait de relationnel et de lien. Chez l'adolescent, il peut y avoir aussi une question de relation par le biais du jeu, quand il joue avec des copains. Parce qu'il y a aussi des jeux je pense à des jeux de foot ou autres, où on joue en équipe à plusieurs, etc. Et puis, par rapport à la relation parentale et familiale aussi, il y a des consoles de jeux, je pense à la Wii par exemple, qui sont définitivement dédiées à la famille et qui sont censées être justement des passerelles permettant un lien entre l'enfant et la famille, quoi. Oui, merci, parce que ça en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui favorisent cette relation, ce relationnel. Là, oui, par exemple, son intérêt, c'est que c'est surtout au niveau du corps que ça fonctionne, que les parents peuvent accéder beaucoup plus facilement, surtout ceux qui croient qu'ils savent pas grand-chose au virtuel. Parce que on a l'impression que
les jeux vidéo, ça nécessite des idées, des connaissances, une capacité mentale que les jeunes ont que les adultes n'ont plus ou n'ont pas. Alors que c'est pas vraiment vrai. C'est juste une question d'habitude, c'est un apprentissage qui ressemble à tout autre apprentissage. La facilité avec la Wii, c'est qu'on commence par le corps, et une fois qu'on commence par le corps, le reste vient beaucoup plus facilement. Et que toute la famille peut jouer ensemble. Alors, une deuxième question, par curiosité. Vous avez donc pas mal insisté sur la dimension familiale et l'écran qui est présent dans cette famille. Et la question que je me pose, est-ce que vous pensez que l'ordinateur, par exemple, pourrait ou est déjà un membre à part entière de la famille dans l'interaction qu'on a avec la machine, et j'imagine par la suite peut-être la présence de robots avec lesquels on va interagir. Je trouve que c'est intéressant, mais je crois que l'ordinateur peut devenir une personne quand, dès le début, c'est-à-dire une personne on peut avoir un lien qui est semblable à un tiers, à une autre personne. Quand on commence très tôt avec le jeune, il a directement son ordinateur à lui-même, avec lequel il peut s'isoler, avec lequel il peut être en lien quand il n'est pas en lien avec le reste de la famille. Mais si on commence par des choses très simples, ça veut dire dans la famille ne pas donner directement à un jeune sa console, c'est pour ça qu'on a dit pas de console personnelle avant 6 ans, à l'enfant tout seul, c'est savoir partager. Quand on partage quelque chose, ça devient un objet. C'est plus un lien favorisé, personnel, avec lequel je peux m'enfermer, rester dans ma chambre ou sortir. Voilà. Avoir par exemple un ordinateur où tout le monde va utiliser cet ordinateur dans la famille, un ordinateur qui est commun à tout le monde, déjà ça dédramatise ce lien qui fait que l'ordinateur peut à un certain moment ressembler à une autre personne qui est présente, à une autre présence dans la maison avec laquelle on entretient des rapports qu'on n'a pas avec les autres. Oui, ça, c'est déjà avoir un ordinateur où on peut le partager et savoir que mon petit frère, mais aussi mon père ou ma mère vont revenir pour s'asseoir sur l'ordinateur. Ça casse cette idée, ça casse ce genre de lien avec l'objet. Ouais. En tout cas, l'ordinateur partagé, c'est aussi un moyen de freiner les utilisations qui peuvent être inquiétantes sur certains sites. On le voit sur les ordinateurs qui sont situés avec un accès Internet dans des pièces collectives de la famille. Bien, il est bien évident que chacun, que ce soit les parents d'ailleurs aussi, comme les enfants, n'iront pas visiter n'importe quel site et vont forcément respecter les règles qui peuvent être imposées ou posées, tout simplement posées dans la famille. Donc ça, c'est aidant pour effectivement faire un contrôle. Juste pour compléter ce que disait Catherine, j'ai donc ici l'analyse qui a été faite sur le territoire de Barbezieux, et justement sur cette question de savoir où est-ce que l'ordinateur est situé dans votre maison, où est-ce que vous pouvez consulter cet ordinateur. On se rend compte que près quand même de 30% des jeunes interrogés, à savoir qu'ils étaient sur un échantillon de près de 300 jeunes, près de 30% d'entre eux déclarent consulter Internet depuis leur chambre, c'est-à-dire qu'il y a un ordinateur dans leur chambre. Donc ça aussi, c'est un des éléments de réponse qui, à mon sens, est à prendre en compte, parce qu'en fonction de la localisation aussi de cet ordinateur, les usages et puis l'appropriation qu'on va en avoir va être évidemment différente. De mémoire, l'enquête, ce sont des lycéens. Hein ? Oui. Enfin, voilà, les lycéens, ils commencent à avoir les tablettes, des choses comme ça, et effectivement, c'est pas tout à fait la même chose d'avoir son propre ordinateur quand on a 16-17 ans que quand on a 12 ans ou 13 ans. Quoi.
Juste une petite précision sur cette enquête, parce qu'il s'avère que je fais partie de l'équipe qui l'a instaurée. C'était également dans les collèges, donc c'était pas que le lycée, et que la plupart des questions, enfin, toutes les questions d'ailleurs ont été posées de façon anonyme, et que la première réaction des ados en fait quand ils ont répondu, c'était d'être sûr que les parents seraient pas au courant qu'ils avaient répondu à ce questionnaire. Et que l'une des démarches des constats de cette enquête sur le territoire, parce que ça a été fait sur les 3B, donc Baigne et Barbezieux principalement, c'était qu'ils puissent s'exprimer librement, et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un écart entre la peur des parents de l'utilisation d'Internet et de l'ordinateur de leurs enfants et la réelle utilisation et la réelle prise de conscience que pouvaient avoir les enfants et les jeunes sur cette utilisation. Alors ça ne veut pas dire qu'ils font tous en pleine conscience de choses, en pleine conscience des conséquences que ça peut avoir, bien sûr, mais ils étaient souvent un peu plus éveillés que les peurs des parents qu'on pouvait nous avoir de l'autre côté en fait. Par contre, effectivement, ce qui peut être inquiétant, c'est que ça a été réalisé aussi dans des collèges et qu'on a des collégiens qui ont effectivement l'ordinateur dans la chambre et l'accès à l'internet par le Wi-Fi notamment maintenant, où les parents ont un ordinateur dans le bureau, dans le salon, et les enfants dans les chambres. Ou le téléphone mobile, comme tu disais tout à l'heure. Juste une petite réflexion concernant l'étude que j'ai trouvée très intéressante, surtout par rapport à la conclusion. Quand j'ai lu la conclusion, j'aimerais vous lire juste la première ligne. Nous constatons qu'il est nécessaire d'aider les jeunes à s'orienter lorsqu'ils utilisent Internet. Par ailleurs, les jeunes utilisent ce média principalement pour communiquer par le biais des blogs, MSN ou chat. Je trouve très intéressant parce que ça revient toujours à la même chose. On est toujours dans la recherche d'une relation, d'une interaction avec une autre personne. Et que même à un certain moment, je ne sais pas si la conclusion a été écrite par les jeunes ou... alors c'est des jeunes, oui, parce que on peut voir les jeunes derrière les lignes qui disent qui demandent, en fait, qui font un appel à la relation, qui font un appel à la place de l'adulte ici. Et que je trouve ça très très intéressant. Et pour moi, c'est un appel très clair. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau du lycée Livinet, je n'ai envoyé qu'un seul élève consulter, un médecin. Il m'avait été envoyé par un enseignant qui trouvait que cet élève était fatigué le matin, en cours il dormait beaucoup, etc. J'ai donc rencontré cet élève. Il m'a dit qu'effectivement il jouait beaucoup sur Internet, énormément sur Internet. Il est donc parti consulter. J'ai pris contact avec le médecin, bien entendu, qui le suivait, et ce médecin s'est rendu compte que pour ce jeune, c'était tout simplement, le fait d'aller consulter, c'était tout simplement le moyen d'avoir une discussion, parce que chez lui, malheureusement, il était d'une famille où les parents étaient séparés. Le papa avait un travail où il était très 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 souvent absent de la maison. Son addiction au jeu a commencé quand son frère est parti en IUT, et lui se retrouvait seul à la maison. Et pour lui, le jeu, Internet, c'était un moyen de s'occuper, de prendre... Voilà, c'était tout ça. Et quand il est allé consulter, ce qui était quand même quelque chose qui était intéressant, c'est que ce jeune, à la rentrée scolaire, là, cette année, c'est lui qui a repris contact avec le médecin pour justement continuer, en gros, sa thérapie. Et le médecin m'a dit qu'effectivement, il n'était pas addict au jeu, il y avait simplement un manque de relation à la maison, et qu'il le trouvait à travers la consultation médicale. Je pense que ça, c'est important pour les parents de le savoir. Moi, je voudrais juste faire une petite allusion à l'usage, l'outil de communication qui est le téléphone, qu'on est nombreux à avoir, le téléphone portable, et nos ados aussi, et les enfants de plus en plus jeunes, sous prétexte de pouvoir les joindre à tout moment où qu'ils soient, parce que c'est important qu'on sache où ils sont quand un enfant part de chez lui, qu'il va jusqu'à l'école, qu'il rentre dans l'école, qu'il y est toute la journée, qu'il sort le soir pour rentrer chez lui. Effectivement, c'est important de savoir où il est dans la journée. Et donc voilà, donc moi je pose quand même cette question de l'importance qu'on met au téléphone nécessaire pour l'enfant, qui arrive effectivement très facilement à porter l'argument, mais comme ça je pourrais te joindre si j'ai besoin,
et si j'ai un problème, je pourrais te joindre. Et puis comme ça, si tu veux, tu pourras aussi me joindre. On s'aperçoit que quand on discute avec les jeunes de l'usage qui est fait de leur téléphone, alors c'est vrai que c'est effectivement pas couper le lien avec les copains. Hein. Ils sortent de l'école, ils ont traversé la chaussée, que déjà ils appellent la copine ou le copain qui est de l'autre côté, voilà. Mais les parents aussi. Alors je vous rapporte les propos d'une enseignante lors d'une intervention qu'on avait faite avec Anne sur Confolens, complètement le nord de la Charente. Je ne sais pas si vous situez Confolens, si. Voilà. Et je trouve peut-être que les parents de Confolens sont un peu bizarres parce que en fait cette enseignante nous rapportait que bien maintenant quand elle accompagnait les adolescents en voyage scolaire, pour les adolescents qui étaient les plus fragiles, pour qui c'était le plus difficile de faire une rupture physique avec leurs parents, ça devenait un réel problème parce que les parents, comme ils avaient le téléphone, tout le monde, les parents les appelaient très régulièrement, voire plusieurs fois dans la journée, et qu'elle a eu des adolescents qui ont passé vraiment un voyage extrêmement compliqué, et tout le voyage compliqué parce que tous les jours, le parent rappelait qu'il était loin et qu'il s'inquiétait de savoir où il était aussi loin là-bas. Avec les autres, voilà. Et donc elle disait qu'effectivement ça aidait pas non plus la rupture. Alors on se demande le cordon qui veut pas le couper. Et moi je pose quand même quelques questions. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on les lâche un petit peu. Là je crois que ça va être temps. Il faut les lâcher un peu. Et du coup on n'est peut-être pas obligé non plus de leur offrir le téléphone portable dès l'école primaire bientôt, parce que je pense qu'on tend vers ça. Voilà. C'est juste une anecdote, mais bon. Ça veut dire qu'on n'est pas au bout de nos peines, il va falloir qu'on refasse toute l'éducation des parents. C'est quand même pas simple. On va clore la soirée, s'il n'y a plus de questions. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous d'avoir répondu aux questions et puis de nous avoir informés. Écoutez, en tout cas, c'est bientôt Noël. Peut-être que les cadeaux ne sont pas faits. Et peut-être que du coup on va changer ce qui était prévu au programme, et plutôt que d'acheter un ordinateur, ça va peut-être être un jeu, je sais pas, un jeu où on va tous pouvoir jouer, un Trivial Pursuit, oui, je sais pas. La Wii est autorisée. Bon, Catherine dit la Wii est autorisée, donc ça va. Avant de partir, sachez qu'on a mis des petites évaluations, si vous voulez bien remplir les petits papiers, pour nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé de cette soirée, et puis quelles seraient vos suggestions en différents thèmes. Et puis sachez qu'il y a aussi... Pardon ? Voilà, ça nous permet d'obtenir les financements, tout à fait. Et puis vous avez plein de documentation aussi. Si vous souhaitez qu'on vous envoie certaines documentations, laissez-nous votre adresse mail. Finalement, c'est quand même un bon moyen aussi de communication. Et puis, écoutez, bonne soirée à vous. Et puis, bonne fête, puisque c'est très bientôt quand même.